Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée donc à l'utilisation de la tablette. On a vu comment l'utiliser dans Lightroom. Eh bien, si vous l'utilisez déjà dans Lightroom, attendez de voir ce que ça change dans Photoshop. Parce qu'avec un stylet, on peint, on masque et on corrige avec une précision qui est impossible à la souris. Je commence tout de suite par le concret et vous montre donc l'avantage d'utiliser une tablette graphique dans Photoshop et puis on verra ensemble comment configurer cette tablette spécifiquement pour Photoshop pas à pas. Alors juste pour vous illustrer le degré de précision qu'on peut obtenir avec une tablette, voilà, je vais écrire mon prénom et signer. Voilà. Alors maintenant, juste pour le fun, je vais vous montrer la même opération avec la souris. C'est le même pinceau, hein. Bon, déjà, il est beaucoup plus gros, puisque évidemment, il n'est pas sensible à la pression. Donc, je vais le rétrécir pour avoir quelque chose de similaire. Voilà. À la souris, au clavier. Là, on dirait que je suis un enfant de 3 ans qui essaye d'écrire. Et là, c'est un mouvement tout à fait naturel. Et vous aurez remarqué au passage que ça m'a pris 3-4 secondes d'écrire mon prénom ici, alors que là, en essayant de refaire la même chose, ça m'a pris facilement une dizaine de secondes. Donc non seulement vous allez gagner en précision, mais également en rapidité. Mais évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi je veux faire de la retouche photo, pas écrire mon prénom. Eh bien, je vous montre directement une application concrète sur cette photo de Toscane où je vais donc appliquer un Dodge and Burn. Donc, cette photo a déjà été, bien entendu, post-traitée avec du Dodge and Burn, mais je vais vous montrer la différence qu'on peut obtenir en utilisant plutôt la tablette que la souris. Donc, je vais créer rapidement deux courbes. Voilà, une première qui sera donc pour éclaircir, Dodge, et une seconde qui sera pour assombrir. Voilà, la première, donc j'éclaircis, la seconde, j'assombris les tons moyens. Voilà. Maintenant, je masque entièrement ces deux effets et c'est donc maintenant avec mon pinceau que je vais venir révéler dans le masque les zones que je veux éclaircir ou assombrir de mon image. Donc, je vais zoomer ici dans mon image et voilà, imaginons que je veux accentuer l'assombrissement ici de ce sillon. Regardez, j'appuie tout doucement. Pourtant, vous voyez, mon pinceau, il est énorme, hein. Et là, je pousse plus fort. Voilà. Et là, je viens relâcher la pression pour faire un fin filet. Regardez, avant. Voilà, je vais venir par exemple ici poursuivre. Donc ici, vous voyez que c'est plus fin. Donc j'appuie pas trop fort. Et là, je commence à accentuer un peu la pression. Donc voilà, j'ai un gros pinceau qui est évidemment configuré pour réagir différemment en fonction de la pression que je vais exercer sur mon stylet. Je vais juste mettre sa dureté à 0%. Vous noterez au passage que je le fais uniquement avec mon stylet. Je vous montrerai après comment arriver à faire ça. Voilà, j'ai mis 0%. Et donc, regardez, je vais accentuer l'assombrissement de ce sillon ici. Donc, je vais commencer à pousser très légèrement et là, pousser un peu plus fort. Voilà. Là, je relâche parce que le sillon devient plus fin. Et voilà, je recommence ici, je pousse légèrement, je pousse un peu plus fort. Là, je dois pousser encore un peu plus fort pour remplir bien le sillon. Et voilà, en 2 clics, vous voyez que j'ai pu effectuer ce travail progressif. Je viens sur mon calque Dodge. Voilà, je veux ici souligner la crête. Donc ici, j'appuie tout doucement. Là, je veux remplir un peu plus, donc j'appuie un peu plus fort et je relâche à nouveau la pression. Voilà, pour terminer en finesse. Alors ici, les deux effets sont assez grossiers, hein. C'est juste pour que vous voyez bien l'effet. Donc je vous montre avant, après. Donc maintenant, je re-remplis ces deux masques de noir et j'essaye de faire la même chose avec la souris. Donc j'ai le même pinceau. Évidemment, là, vous allez voir tout de suite que le pinceau, évidemment, est beaucoup trop grand. Donc on va adapter sa taille. Donc ici, je vais réduire sa taille avec le clavier, puisque là, je ne sais pas le faire directement sur la souris uniquement. Et donc, je vais commencer ici. Voilà. Ah, même ici, c'est beaucoup trop gros. Hop. Bon, c'est encore trop gros. Vous voyez, ça applique directement 100% de l'effet. Bon, évidemment, on peut jouer avec le flux qui va permettre de mieux contrôler ça. Donc, on va mettre un faible flux, par exemple 7-8%. Voilà. Donc, ça va déjà être mieux. Voilà. Mais maintenant, je veux remplir ici cette zone complètement. Je n'ai pas le choix. Je dois relâcher, agrandir mon pinceau et continuer.
Là, ça redevient plus fin. Hop, je dois relâcher, restreindre mon pinceau et continuer. Voilà, et si on regarde le masque en faisant un clic, ben, vous voyez qu'il y a une cassure nette entre le moment où j'ai changé la taille du pinceau. Et idem ici, si je viens sur le Dodge, je veux donc éclaircir la même crête que précédemment. Ah, je dois agrandir, eh bien, je dois agrandir mon pinceau, voilà. Et ici, ah, il faut que je rediminue. Voilà, et regardez le genre d'effet que vous allez avoir. On voit le trait du fin pinceau, puis le plus gros, et bah, vous voyez, c'est pas très propre. Et donc, en plus, je prends beaucoup plus de temps. Donc, l'utilisation de la tablette graphique pour utiliser le pinceau, c'est vraiment le must dans Photoshop. Et donc, ça m'a permis, à l'époque où j'ai investi dans une tablette, en 2015, donc ça fait déjà plus de 10 ans, de travailler cette série de photos de Toscane, où vous voyez, j'ai beaucoup travaillé en Dodge and Burn, sur les collines, ou encore comme ici, dans cette photo. C'est un travail de la lumière et des ombres que je n'aurais pas été capable d'effectuer avec autant de subtilité avec une souris. Mais évidemment, la tablette ne se limite pas à l'utilisation du pinceau, même si évidemment c'est l'outil idéal pour un stylet, vu le degré de précision qu'il nous offre, mais tous les outils basés sur un pinceau, par exemple le tampon de duplication, eh bien, vont également bénéficier de cette sensibilité à la pression, ainsi que les outils correcteurs pour enlever les irrégularités de la peau, etc., vont être sensibles. Même l'outil supprimé va bénéficier de cette précision accrue pour sélectionner les éléments. L'outil lasso, pareil, etc. Vous allez gagner également en précision avec ces outils-là. Je l'utilise également beaucoup avec le pinceau mélangeur qui permet donc d'harmoniser rapidement différentes teintes de peau. Et donc ici, avec la pression du stylet, vous pouvez être encore beaucoup plus subtil dans vos retouches. Il est également d'utilité lorsque vous travaillez avec le filtre fluidité, puisque vous pouvez également donc activer la pression du stylet ici pour venir, par exemple ici, retravailler la mâchoire ou ce genre de choses, effacer le double menton et ce genre de choses. Donc maintenant, on va voir en détail le paramétrage donc de ma tablette, qui est donc une Wacom Intuos Pro Small, je vous le rappelle, pour Photoshop. Je vous ai montré dans les deux vidéos précédentes donc comment configurer votre tablette de manière globale, comment l'installer, etc. Donc évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller les visionner. Elles font partie donc de cette playlist dédiée à la tablette. Et donc, on va venir ici dans nos réglages système où donc on va retrouver les paramètres tablette Wacom. Alors ici, je vais bien entendu sélectionner Photoshop comme application. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez l'ajouter en cliquant ici sur le petit plus et en venant chercher donc l'application correspondante, donc Photoshop. Donc je vais différencier les réglages entre Photoshop et Lightroom. Vous voyez que si je vais dans les fonctions, dans Lightroom, ce n'est pas du tout les mêmes que dans Photoshop. Et c'est pareil pour l'anneau tactile, etc. Donc on peut vraiment tout personnaliser en fonction de l'application et ça, c'est vraiment top. Alors, on va d'abord s'intéresser à la correspondance entre la surface de la tablette et l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai 3 écrans, mais si vous voulez travailler avec beaucoup plus de précision, je vous conseille à ce moment-là de n'assigner la tablette que à un seul écran. Voilà. Donc là, maintenant, elle est mappée à mon écran de gauche BenQ. Alors, j'ai coché forcer les proportions. Je vais vous montrer pourquoi c'est important, et plus particulièrement dans Photoshop. Donc là, je vais le décocher. Alors, évidemment, les proportions de votre tablette ne sont pas nécessairement les mêmes que celles de votre écran, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences. Et si vous ne cochez pas les proportions, je vais vous montrer à l'aide d'un exemple concret. Je vais prendre le pinceau classique, blanc, une dureté de 100%. Et donc, je vais essayer de tracer un cercle, hein. Vous voyez que ça, c'est parfaitement rond. Donc, je pose le cercle sur ma tablette. Et donc, regardez, qu'est-ce que j'ai au final? J'ai un ovale. Comme vous pouvez le voir ici, ça va encore parce qu'en fait, les proportions sont relativement identiques. Mon écran est un 16/9 et la tablette est plus ou moins aussi dans ce rapport. Mais je vais vous montrer maintenant si je coche forcer les proportions ici. Hop, voilà. Vous voyez que ça a un peu changé au niveau des proportions. Et maintenant, si je fais le même essai, je vais le faire juste à côté. Voilà. Hop. Là, vous voyez que mon cercle est bien circulaire.
Donc voilà l'importance de cocher cette case afin de maintenir la proportionnalité de vos coups de stylet. Donc je vous rappelle que j'ai décrit ça dans les vidéos précédentes où je vous montre donc que vous avez beaucoup plus de précision si évidemment vous mappez l'entièreté de votre tablette à votre écran. C'est particulièrement utile si vous travaillez avec des écrans de 27 pouces et plus, car vous aurez beaucoup plus de précision. Parce qu'évidemment, si vous bougez de 2 centimètres sur un écran de 27 pouces, eh bien, ça va bouger. Alors, je vais vous décrire ma configuration du stylet. Donc, j'ai également le toucher de la pointe ici qui est sur ferme, hein. Je vous ai décrit ça dans la vidéo précédente. J'ai bien désactivé la distance double-clic de la pointe pour éviter les double-clics intempestifs. J'ai laissé le clic droit donc sur le bouton le plus éloigné de mon stylet et par contre sur le bouton le plus proche ici en bas, j'ai configuré un modificateur. Je vous explique ce que j'ai fait. Donc ici, quand je clique sur les paramètres de ce bouton du stylet, je peux choisir donc le clic que je veux attribuer, des raccourcis clavier en utilisant touche, comme on l'avait déjà fait dans les vidéos précédentes, mais également donc les touches modificateurs, donc celles qui utilisent soit CTRL, Option, Commande, Shift, et le clic du milieu. Alors pourquoi j'ai pris CTRL, Option et milieu? Eh bien, je vous explique. Parce que avec la souris, donc pour modifier la taille du pinceau, il y a un raccourci clavier sur Mac qui est CTRL, Option, et puis vous tirez de gauche à droite pour agrandir ou rétrécir le pinceau, ou vers le haut et le bas verticalement, donc pour augmenter ou diminuer la dureté du pinceau. Sur PC, c'est Alt, clic droit pour faire la même opération. J'ai configuré donc ça sur le clic gauche, alors que dans Lightroom, j'avais configuré, je vous rappelle, le défilement, mais ici, je n'en ai pas besoin, parce qu'ici, regardez, si j'active la main, voilà, je peux me déplacer dans l'image, je peux agripper les barres de scroll, donc je n'ai pas vraiment besoin d'avoir cette fonction de défilement ou de panning comme on l'a vu dans Lightroom. Donc j'ai préféré en fait assigner ces raccourcis qui sont à deux doigts directement sur mon clic gauche, c'est-à-dire que si maintenant je suis occupé à peindre et que je veux agrandir mon pinceau, eh bien je n'ai pas besoin de venir activer ces deux touches, il me suffit de pousser sur le bouton le plus proche de la pointe du stylet avec mon pouce et regardez, voilà, je tire sans avoir besoin d'une touche clavier, je tire horizontalement pour agrandir ou rétrécir et verticalement pour augmenter ou diminuer la dureté et du coup je suis moins interrompu dans mon flux de travail. Alors je vais vous montrer à présent quels sont les paramètres de sensibilité à la pression que l'on peut régler dans Photoshop. Parce que contrairement à Lightroom, où vous avez un comportement de sensibilité à la pression par défaut quand vous utilisez l'outil pinceau, ici dans Photoshop, vous avez des possibilités de configuration. Il suffit d'aller donc dans la fenêtre paramètres de pinceau, que vous pouvez appeler également par le raccourci clavier F5. Et donc, dans ces paramètres de pinceau, vous allez pouvoir configurer différentes options sensibles à la pression. Donc, par exemple, dynamique de la forme va vous permettre donc de contrôler la taille en fonction de la pression de la plume. À noter que vous pouvez aussi le paramétrer en fonction de l'inclinaison du stylet, mais ça c'est plus utile pour ceux qui font vraiment de la peinture digitale ou ce genre de choses. En tant que photographe, la pression de la plume est suffisante. Donc hop, pression de la plume, vous voyez du coup l'apparence ici changer. Je vais prendre donc un pinceau dur, donc je maintiens le clic gauche et je tire vers le haut, voilà. Et donc je démarre en poussant très légèrement, vous voyez que du coup le pinceau est petit, il est 100% opaque, hein, mais ici je contrôle donc uniquement sa taille. Et si je pousse fort, eh bien vous l'avez compris, le pinceau devient beaucoup plus gros. Dans ces paramètres, vous pouvez paramétrer également la variation de l'opacité en fonction de la pression du stylet ou, comme moi je l'ai paramétré ici, pour le flux. Alors c'est juste que je préfère travailler sur le flux que sur l'opacité, mais c'est une question de préférence personnelle. Vous pouvez très bien mettre l'opacité. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors mon pinceau, il va avoir une taille constante, mais en fonction que je pousse plus ou moins fort, il va déposer plus ou moins de peinture. Et évidemment, vous pouvez combiner les deux, F5, et donc activer à la fois la pression de la plume au niveau de la taille, et si j'appuie plus fort, il dépose de plus en plus de peinture, tout en agrandissant simultanément mon pinceau. Donc ça, moi, c'est les deux paramètres que je coche. À noter qu'il est possible d'activer ça sans rentrer dans les paramètres du pinceau
ici directement dans la barre d'outils. Alors, le bouton ici va contrôler l'opacité en fonction de la pression sur le stylet et celui-ci tout à droite va contrôler, lui, la taille. Donc, vous pouvez contrôler la taille et l'opacité avec ces deux icônes sans devoir passer par le menu. Donc, je vous montre, si je désactivais maintenant ici ces options, eh bien, il aurait quand même le comportement que je viens de vous décrire parce que ces deux cases sont cochées. Donc ici, c'est comme des interrupteurs qui prennent le dessus sur les réglages que vous avez mis au pinceau. Par contre, vous ne pouvez pas régler le flux ici depuis la barre d'outils. C'est juste l'opacité et la taille. Et c'est dépendant d'outil à outil. Donc si je prends par exemple ici maintenant l'outil tampon, vous voyez, je suis passé du pinceau où là c'est enfoncé au tampon où ça ne l'est pas. Et bien ici, je peux également donc influer sur ces deux critères. Voilà, je les coche tous les deux. Et si maintenant je fais un Alt-clic pour dupliquer ici les glisses, vous voyez, si je vais appuyer tout doucement, vous voyez, il y a très peu qui vient s'imprimer et progressivement, quand je pousse plus fort, il y en a de plus en plus. Donc, c'est activable ou désactivable outil par outil. Si vous voulez un contrôle permanent de la pression, il vaut mieux activer ça dans les paramètres du pinceau. Du coup, ça restera activé aussi bien pour le tampon que pour le pinceau mélangeur, l'outil correcteur, etc. Ou sinon, vous pouvez donc choisir plutôt ce comportement au cas par cas, en enfonçant donc ces icônes qui se trouvent dans la barre d'options de l'outil concerné. Alors, à noter que si par exemple, je vais désactiver ici le transfert, vous trouvez que votre pinceau est trop petit au démarrage par rapport à la taille réelle de la brosse, vous voyez ici, et qu'ensuite vous devez pousser fort, vous pouvez définir une taille minimale de départ. Ça s'exprime en pourcentage, ça ne peut jamais être plus petit que 40% de la taille du pinceau tel que vous le voyez à l'écran au niveau du rond. Donc regardez maintenant, même si je ne pousse pas très fort, vous voyez que le pinceau a pour démarrer une taille déjà plus importante. Donc ça peut être utile si par exemple vous trouvez que le pinceau de départ est trop petit. Donc en général, 30-40% est une bonne mesure par rapport au pinceau. Et si vous avez besoin de vraiment travailler dans les fins détails, dans des fins sillons, créer des cheveux ou des poils, à ce moment-là, vous mettez le diamètre minimal à 0. Et du coup, vous aurez beaucoup plus facile à obtenir un effet fondu avec une pointe très fine. Alors, je vais vous décrire maintenant donc la configuration de mes Express Keys, donc les 6 boutons qui sont ici sur ma tablette. Si vous disposez de la tablette Intuos Pro Medium, vous en avez 8. Mes deux premiers boutons ici en haut me permettent de sélectionner le calque qui est soit juste en dessous, vous voyez que ça descend dans ma palette des calques, soit le calque est juste au-dessus. Alors c'est très pratique quand vous faites du dodge and burn, puisque en général on sépare le dodge, donc l'éclaircissement, et le burn, l'assombrissement, sur des calques séparés. Donc imaginons maintenant je suis occupé à vouloir assombrir une zone de l'image, voilà par exemple ici, et je veux éclaircir ce qui est juste au-dessus. Eh bien je suis obligé de venir ici sélectionner donc le calque dodge et puis venir travailler l'éclaircissement. Alors que ici, avec cette configuration des boutons, je n'ai pas besoin de déplacer mon pinceau. En fait, je viens juste cliquer ici pour sélectionner le calque du dessus. Vous voyez, je suis passé sur Burn, hop, j'assombris, je clique sur le second bouton, hop, je suis sur le calque du dessous. Et donc, je peux comme ça très facilement naviguer d'un calque à l'autre sans même devoir regarder ma tablette. Alors, évidemment, vous vous demandez comment j'ai configuré ça. Eh bien, je vous montre. Donc, en fait, ça correspond à des raccourcis clavier. Donc, si on vient ici dans les fonctions, vous voyez ici en haut, alors il faut bien évidemment sélectionner Photoshop, voilà. J'ai donc assigné le raccourci clavier suivant, donc ici pomme égale. Alors, c'est des raccourcis clavier que j'ai configurés moi-même pour des raisons de facilité. Je vous montrerai après comment le faire. Et donc, ici, calque supérieur. Et pour le second bouton clavier touche, j'ai mis option égale, option 2 points. Et mon troisième bouton ici sur ma tablette ouvre mon menu radial que je vais vous décrire dans quelques instants. Les trois boutons suivants concernent toujours les calques. En fait, moi, j'utilise surtout ces boutons de tablette pour la navigation entre calques. Les deux boutons du dessus de ma tablette ne font que déplacer la sélection sur un calque, alors que les deux boutons du dessous vont sélectionner le calque et le déplacer. Donc ici, le calque Dodge, vous voyez, il est passé tout en haut. Et si je clique sur le bouton en dessous, il va le placer tout en bas, alors de la pile des calques. Alors, s'il y a un calque d'arrière-plan, il ne peut jamais être en dessous. Mais donc, ça permet rapidement de, par exemple, déplacer une copie du calque original tout au-dessus
Donc, je vous montre si, par exemple, ici, j'ai besoin de réintégrer des éléments du fichier original. Je fais commande ou CTRL J, hop, et je clique sur le bouton déplacer vers le haut et vous voyez, il s'est retrouvé automatiquement tout en haut directement. Le dernier bouton tout en bas chez moi crée un nouveau calque. Vous voyez, chaque fois que j'appuie, ça crée automatiquement un nouveau calque. Comme vous pouvez le voir, je lui ai assigné donc le raccourci clavier par défaut de Photoshop pour créer un nouveau calque sans ouvrir la boîte de dialogue, qui est commande option Shift N, CTRL Alt Shift N sur PC. Vous voyez, c'est des raccourcis avec clavier à 4 doigts, donc j'ai préféré l'assigner à un bouton. Alors, toujours dans le même ordre d'idée de navigation, mon touchring, donc c'est la roue ici, par défaut, c'est le zoom. Mais dans Photoshop, vous avez tellement d'options de zoom qui sont faciles, c'est-à-dire, regardez, si je veux me déplacer, j'appuie sur la barre d'espace. Si je maintiens commande et espace, donc avec ma main gauche, je peux zoomer. À noter d'ailleurs que sur Mac, que si vous faites commande barre d'espace, ça vous ouvre la recherche Spotlight. Donc il vaut mieux, si vous voulez éviter cette ouverture de fenêtre sur Mac, de d'abord faire barre d'espace et puis commande. Du coup, vous n'avez pas ce comportement. L'ordre ici a donc de l'importance sur Mac, sur PC. Vous maintenez simplement CTRL et la barre d'espace pour zoomer. Vous relâchez la touche de clavier commande ou CTRL pour accéder directement à la main qui vous permet de vous déplacer dans l'image. Vous pouvez aussi utiliser la touche Z pour zoomer ou dézoomer. C'est pour ça que j'ai assigné des touches différentes donc à mon anneau tactile. On peut lui configurer également des raccourcis clavier. Donc ici, j'ai été sur touche. Et vous allez voir qu'en fait, en fonction de votre sens de rotation, donc anti-horaire ou horaire, vous allez pouvoir assigner donc deux raccourcis clavier différents. J'ai mis ceux-ci qui, en fait, me permettent de jouer à l'ascenseur avec mes calques. Donc, c'est-à-dire qu'ils me permettent de monter chaque fois le calque qui est sélectionné d'un niveau ou le descendre d'un niveau selon que je vais dans le sens anti-horaire ou horaire. Je vous montre. Si je viens ici, cliquer sur ma copie d'arrière-plan, je tourne dans le sens anti-horaire et vous voyez mon calque monter. Donc, je peux le monter tout en haut ou le redescendre progressivement tout en bas. Je vous rappelle que mes touches ici en bas, elles font la même chose, mais elles bougent tout en haut ou tout en bas de la pile de calque. Donc là, ici, avec la molette, c'est plus progressif. Mais très important, si vous voulez adopter le même genre de navigation, c'est de venir ici mettre le curseur sur lente, parce que sinon, en fait, vous allez à peine tourner que ça va partir tout de suite tout en haut, et au final, ça ne présente pas d'intérêt. Donc, mettez vraiment ici le curseur sur lente pour que, en fait, ça monte progressivement chaque fois que vous tournez un petit peu la roue. Je vais revenir à présent donc sur le troisième bouton, donc celui-ci qui, chez moi, donc ouvre le menu radial que vous pouvez déplacer et bien sûr épingler si vous le souhaitez. Et je vais vous montrer donc comment j'ai configuré ces options. Donc pour ça, il faut aller ici dans Commande à l'écran. Alors vérifiez bien que vous êtes sur la bonne application ici, là. Et là donc j'ai affecté 7 raccourcis actuellement. J'ai laissé un vierge pour vous montrer justement la démo, comment on le fait. Et donc vous pouvez assigner comme ça jusqu'à oui fonctionnalités. Alors typiquement, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Eh bien, c'est de programmer les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment. Donc ici, en fait, vous pouvez affecter les touches à différentes opérations, mais également donc au fameux raccourci clavier, et c'est là que c'est puissant. Alors, je vais vous montrer le premier exemple qui est donc le pinceau mélangeur, qui est un outil que j'utilise très fréquemment. Son seul souci, je vous montre, donc si je prends le pinceau, pour accéder au pinceau mélangeur, il faut que je maintienne le clic et que je vienne ici en bas pour le sélectionner. Ou je dois alternativement presser plusieurs fois sur Shift B, Shift B, Shift B pour y accéder. Et donc comme j'aime bien passer du pinceau normal au pinceau mélangeur, eh bien je l'ai assigné directement ici. Mais comment j'ai fait donc pour arriver directement à cette fonctionnalité-là qui se trouve enfouie dans le menu? Eh bien, je vais vous montrer. Ici, donc, j'ai dit clavier, touche. Voilà, vous voyez la combinaison de clavier que j'utilise. Donc, d'abord, je sors de l'outil. Donc, j'ai appuyé sur V, qui est l'outil déplacement. Dans l'éventualité où je suis déjà sur un pinceau et que du coup, ça fausserait la manip suivante. Donc, je sors de l'outil pinceau ou du quelconque outil en prenant un outil déplacement par défaut V. Et ensuite, j'appuie 1, 2, 3, 4 fois. Je fais 4 fois la combinaison Shift B pour accéder au pinceau mélangeur. Donc, je vous montre.
Je valide par OK. Et donc maintenant, même si j'ai le pinceau activé, regardez, je clique sur pinceau mélangeur et voilà, il est actif et je peux venir faire mon travail. Et si j'ai besoin de repasser sur le pinceau, Shift B et voilà, je suis revenu directement au pinceau. Si j'étais ailleurs à ce moment-là, par exemple sur l'outil lasso, eh bien, troisième touche, hop, pinceau mélangeur, j'y suis et je peux commencer à travailler. Donc, vous voyez comment ça peut vous permettre d'accélérer votre flux de travail. Alors ensuite, j'ai paramétré enregistrer pour le web, qui est donc la fonctionnalité que j'utilise le plus pour exporter mes photos en JPEG ou en PNG, etc. Et donc là, l'avoir d'un clic, c'est un luxe. Je vais vous montrer ici comment assigner maintenant un raccourci clavier à cette dernière partie qui est actuellement vide. Alors, soit le raccourci clavier existe déjà, à ce moment-là, il vous suffit ici de venir le renseigner directement. Donc, vous voyez que vous pouvez également désactiver. Donc là, vous entrez directement le raccourci clavier que vous connaissez. Mais si cette fonctionnalité n'en a pas, eh bien, vous allez d'abord l'attribuer dans Photoshop. Donc, pour ça, vous allez dans Édition, raccourci clavier. Voilà. Et je vais aller ici appliquer donc le raccourci clavier pour créer un objet dynamique, puisque c'est une fonctionnalité que j'utilise très souvent. Donc pour ça, je vais dans le menu Calque et on va chercher donc l'option. Ah, d'ailleurs, si vous cherchez une option en particulier, plutôt que de chercher midi à 14 heures, comme je suis occupé à le faire ici, il vous suffit de taper ici dans la fenêtre de recherche objet dynamique. Voilà, ça apparaît déjà. Convertir en objet dynamique, vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci clavier. Et donc, il vous suffit de placer votre curseur ici et de taper le raccourci clavier que vous souhaitez. Alors, je vais faire commande Shift O. Mais vous voyez qu'il est déjà utilisé. Il y a un petit signe attention qui me dit que commande ou contrôle Shift O est déjà utilisé et actuellement, il permet de parcourir dans Bridge. Or, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas particulièrement, donc je vais écraser cette configuration. Donc, je clique ici sur Accepter. Et donc, désormais, vous voyez, le symbole attention a disparu. C'est convertir en objet dynamique qui s'appliquera lorsque j'effectue cette combinaison au clavier. Donc, on peut le vérifier. Commande Shift O. Voilà, vous voyez, mon calque a été converti en objet dynamique. J'annule, commande CTRL Z. Et donc, maintenant, on va l'assigner au menu radial de la tablette. Donc ici, c'était la troisième option, touche. Et donc là, hop, j'efface tout ce qui est dedans. Et j'avais donc dit commande ou contrôle Shift O comme objet dynamique. Alors, c'est une bonne pratique de le nommer, comme ça vous voyez. Donc moi, les appelle OD, voilà. Et maintenant, vous voyez OD apparaît ici. Et venir ici, si je clique, hop, voilà, instantanément, mon calque est devenu un objet dynamique. Appliquer une image me permet de copier une couche sur un masque. Dupliquer me permet donc de dupliquer le document d'un nouveau document ou avec tous les calques ou, si je coche cette case, uniquement avec les calques fusionnés, donc une copie aplatrie. Ce qui peut être très bien si par exemple vous avez besoin de faire une version pour l'impression pour ne pas écraser le fichier original. Les deux flous que j'utilise le plus souvent dans mes effets créatifs, donc le flou directionnel, hop, voilà, ou le flou de tracé qui est lui enfoui normalement dans filtre, galerie d'effets de flou, etc. Et bien ici, j'y accède directement en un clic. Et alors le filtre passe haut, qui est donc un filtre pour augmenter la netteté de ces photos et que j'utilise également très régulièrement. Donc ce que moi je vous recommande, c'est évidemment de d'abord lister les fonctionnalités que vous utilisez peut-être pas déjà dans des actions et qui vous prennent chaque fois du temps pour aller les chercher ou des raccourcis clavier à quatre doigts pour lesquels vous n'êtes pas habile. Par exemple, commande ou contrôle Alt Shift E pour créer une copie fusionnée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement assigner soit à un bouton, soit à un menu radial, comme je viens de vous le montrer. Et donc ici, je vous ai montré que j'ai un menu radial pour Photoshop, j'en ai un autre pour Lightroom, et bien entendu, vous pouvez créer aussi des menus sous forme de colonne si vous préférez plutôt qu'un radial. C'est tout à fait possible également. Alors je vous rappelle que comme vous avez passé énormément de temps à faire tout ça, qu'il vaut mieux le sauver en allant donc dans le Wacom Center. Donc après vérification, en fait, les paramètres de la tablette ne sont plus stockés dans le cloud. C'était le cas avant qu'il crée le Wacom Center, mais désormais, ces paramètres sont juste stockés en local. Et donc, il vaut mieux effectuer la sauvegarde dans un cloud vous-même. Donc, je vais vous montrer juste où ça se trouve. Donc, il faut aller dans votre Finder, dans le menu Aller, appuyer sur Alt ou Option pour faire apparaître Bibliothèque. Et là, ensuite, vous allez dans Applications Support
Wacom. Et là, vous allez donc retrouver ces fameux fichiers dont l'extension est WA-COM Prefs, donc Wacom Préférences. Et donc ça, c'est un fichier que je vous conseille donc de placer dans un dossier qui sera synchronisé dans un cloud, parce que ici, c'est un dossier qui n'est pas accessible par défaut par la plupart des systèmes de sauvegarde. Donc je pense qu'il est préférable de le placer dans un dossier qui se synchronise automatiquement avec vos propres systèmes de sauvegarde. Alors, je vous montre où c'est sur PC. Voilà donc le chemin sur Mac et le chemin pour trouver ses préférences de tablette Wacom sur le PC. Donc, comme vous avez pu le constater, avec une configuration adaptée, la Wacom devient un tableau de bord pour Photoshop plus précis, rapide et plus confortable. Testez au moins 2 semaines et je vous invite à partager vos configurations en commentaire. Ça m'intéresse de voir comment vous avez configuré en fonction de votre flux de travail. Et je vous rappelle que cette vidéo qui conclut donc cette playlist de vidéos consacrées à l'utilisation de la tablette est disponible sous forme de PDF sur mon site internet. Donc je vous invite à vous y rendre pour retrouver la retranscription complète point par point de cette série de vidéos qui, je l'espère, vous sera utile. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de configuration de la tablette pour Lightroom et la configuration globale, ça se trouve ici sur le côté. Et vous pouvez retrouver l'article et le PDF de l'autre côté. Merci de votre attention et je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!